Le débat des hommes intègres. Le débat des hommes intègres, une émission de décryptage sur les grands sujets du moment. Le débat des hommes intègres, c'est sur la radio B24. Le débat des hommes intègres est votre émission qui décrypte les grands sujets du moment et donne la parole aux acteurs et aux spécialistes pour éclairer l'opinion publique sur les questions irrélatives. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio B24, bonsoir et bienvenue à votre émission. Depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, le Sri Lanka, le Tadjikistan, la Roumanie, l'Irlande, le Guatemala, la Jamaïque, le Lesotho, le Sahara occidental, pour ne citer donc que ces pays-là, vous êtes nombreux à suivre les programmes de la radio B24 à travers le monde. Le débat des hommes intègres parle aujourd'hui des enfants de la rue, un phénomène de plus en plus marqué au pays donc des hommes intègres. Les enfants de la rue, quel avenir pour l'enfance au Burkina? C'est le sujet autour duquel le débat sera mené avec nos invités. Monsieur Jean-Martin Koulibaly, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur Botoni Naziko, inspecteur d'éducation spécialisé à la direction de la lutte contre les violences faites aux enfants au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. On a Raoul Adolphe Paris, directeur des opérations à SAMU Social Burkina Faso. La présentation, l'animation et la réalisation de cette émission est assurée par moi-même Sali Ouattara et Vraiment Lankwandi. Alors nous allons préciser avant donc de commencer le rôle que va jouer donc chacun de nos invités ici. Nous avons invité le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Et donc ce ministère s'occupe des questions de prise en charge des veilles psychosociales et mentales des enfants. Donc l'enfant appartenant d'abord à une famille qui façonne donc les premiers pas dans la vie. Nous avons également invité le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Donc, chargé de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'éducation. Il veille à l'instruction et à l'éveil intellectuel donc, de l'enfant. L'ONG SAMU Social est une organisation internationale fondée en 1998 en France et au Burkina Faso. L'ONG existe depuis 2002. Par la suite, donc, l'ONG s'est étendue en tout cas de par le monde dans plusieurs pays. Cette ONG prône la solidarité envers les groupes vulnérables, dont les enfants, et pour un monde plus équitable. SAMU Social Burkina Faso vient de sortir un livre, donc nommé le livre blanc, sur la situation donc, des enfants au Burkina Faso. Pour commencer, comment peut-on définir le phénomène d'enfants de la rue ou en situation de rue? Monsieur le ministre. Donc on va commencer par monsieur le ministre donc, de l'Éducation nationale par rapport donc, à cette question. Merci beaucoup. Il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale n'est pas véritablement un spécialiste de la prise en charge des enfants de la rue. Donc en termes de définition, je crois que nous allons plutôt nous référer au ministère de la Famille. Mais ce que l'on peut dire, c'est peut-être du point de vue justement de l'école, ce serait tout enfant qui n'est pas à l'école, qui est hors de l'école, qui n'a donc pas eu accès à l'école ou qui en serait sorti prématurément, sachant que ceux qui rentrent dans ces deux catégories-là ne sont pas forcément dans la rue. Mais en tout cas, c'est forcément des enfants qui ne sont pas à l'école que l'on peut retrouver dans la rue. D'accord, on va écouter alors le spécialiste donc, de la question, monsieur Botoni Naziko, qui est inspecteur d'éducation spécialisée au niveau du ministère en charge donc, de la famille. Merci bien. Et je voudrais avant tout dire que au lieu du terme enfant de la rue, le terme approprié c'est enfant en situation de rue. Ce concept regroupe deux sortes d'enfants. Les enfants vivant dans la rue, c'est-à-dire ceux qui y mènent des activités de survivance, ils passent la nuit, et les enfants dans la rue. Il s'agit de ceux-là qui mènent des activités de survivance dans la rue, et la nuit tombée, ils retournent en famille. Voilà la précision que je voudrais apporter par rapport au concept d'enfants en situation de rue. Alors, est-ce que l'ONG SAMU Social a une acception également des enfants de la rue ou en fait des enfants en situation de rue?
Ok, merci. On n'a pas, je vais dire qu'au niveau du SAMU social, nous n'avons pas une définition différente de celle que le ministère vient de dénoncer. Sauf que il peut être intéressant de pouvoir nous appesantir, nous, à notre niveau, sur un certain nombre de paramètres. Le plus important pour nous, caractérisant ces enfants, étant la situation de rupture familiale. Donc ces enfants sont caractérisés donc par une absence, une quasi-absence ou un très faible niveau donc des liens avec la famille. Et donc c'est ça qui caractérise et les place donc dans la catégorie des personnes en situation de grande exclusion sociale. On sait que les phénomènes existent bien au Burkina Faso. Alors, est-ce qu'on peut estimer l'ampleur donc de ces phénomènes d'enfants en situation de rue aussi au Burkina Faso? Quelle est donc l'évolution même d'abord du phénomène? On va toujours commencer par Monsieur Paré du SAMU social, parce que vous avez donc, comme je l'avais dit avant, vous avez sorti un livre donc qui parle des enfants en situation de rue. Donc le titre du livre c'est Zéro violence dans nos familles, zéro enfant dans la rue. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ampleur? Je suppose que vous avez mené une étude pour donc pouvoir sortir ce livre. D'accord, c'est deux contextes différents, mais je vais les aborder l'un à la suite de l'autre. D'accord. Pour ce qui est de l'ampleur, comme on le dit, on va dire que ça peut sembler, pour moi, à mon sens naturel, que ce soit le ministère qui nous donne l'ampleur du phénomène au niveau national, mais je vais me permettre quand même de réagir là-dessus, donc pour ce qui me concerne au niveau de Ouagadougou, ici, en rappelant un certain nombre de chiffres que bien entendu le ministère pourrait compléter après. Sinon, en 2011, le ministère, qui s'appelait Action sociale et solidarité nationale à l'époque, a conduit un dénombrement au niveau des 49 communes urbaines du pays, et ils ont réussi à dénombrer 5721 enfants en situation de rue. Ces chiffres étaient de 2146 en 2002. Et en 90, je pense qu'ils étaient à 300, environ 396 si je ne me trompe pas. Et sur les 5721, il y avait 1396 enfants qui avaient été identifiés au niveau de Ouagadougou. Alors, nous, à notre niveau, on a longtemps estimé donc que depuis 2011, c'est le dernier recensement, on a constaté que les chiffres sont en nette évolution, eu égard au nombre de rencontres que nous faisons en rue, puisque nous sommes au quotidien en rue avec les enfants. On estime que ces chiffres sont dépassés. Je pense que c'est le cas aussi au niveau du ministère, qui a donc pour essayer de mettre à jour donc les données statistiques par rapport au phénomène, a conduit en fin d'année 2016 un nouveau recensement sur les mêmes 49 communes urbaines. Je laisserai M. Boutoni nous donner les chiffres exacts s'ils sont disponibles. Mais je pense que nous sommes passés, selon les informations que nous avons eues, du simple au double. Pour ce qui concerne le livre blanc, je ne sais pas si je peux déjà présenter le contexte du livre blanc. Si c'est un rapport, oui. Si c'est un rapport avec donc la... Non, ça n'a pas un rapport direct avec les statistiques démographiques par rapport au phénomène, mais plus par rapport aux raisons de la présence en rue. On va revenir sur les raisons. Ok, d'accord. On va revenir sur les raisons du phénomène. Alors, M. Boutoni, il y a combien d'enfants dans la rue aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait des estimations au niveau du ministère? Ok, merci bien. Et à la suite de M. Paré, je voudrais dire un ensemble de recensements ont permis de dénombrer les chiffres que je m'en vais vous communiquer. En 1990, il y a eu une enquête qui a relevé 2331 enfants et jeunes en situation de rue. En 1997, ce chiffre est monté à 4608 enfants et jeunes en situation de rue. En 2002, le chiffre est redescendu à 2148 enfants et jeunes en situation de rue. En 2009, une autre étude a permis de dénombrer 7587 enfants et jeunes en situation de rue. En 2010, ce chiffre a encore baissé. On a recensé essentiellement 5721 enfants et jeunes en situation de rue. En 2016, il y a eu un premier dénombrement et suite à ce dénombrement, il y a eu une enquête qui a été menée. Enfin, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a reçu une instruction du gouvernement et une enquête a été menée. Les données ne sont pas encore validées, mais les résultats laissent entrevoir un chiffre record de 9313 enfants et jeunes en situation de rue, répartis ainsi que le suit. 7314 enfants et jeunes
dans la rue, dont 1757 enfants et jeunes vivant dans la rue. La nouveauté qu'il faut retenir en termes de ces chiffres, c'est qu'ils ont mis à part le nombre de filles. Et le phénomène s'est étendu et on rencontre de plus en plus de filles dans la rue. C'est à ce titre qu'on a dénombré 1749 filles en situation de rue. Voilà un peu les chiffres que je voulais mettre à votre disposition qui témoignent de l'ampleur du phénomène au fil du temps. Alors, ces chiffres sont-ils actuels? C'est de 2016 ou bien c'est de 2015? Les derniers chiffres que je viens de vous donner sont des chiffres de 2016. Alors, monsieur le ministre, on se rend compte que le phénomène a quand même, en tout cas, des ailes, j'allais dire, parce que 5000 enfants, sinon 9000 enfants en situation de rue, c'est beaucoup. Est-ce que au niveau de votre ministère, vous sentez ce poids-là, le fait de ce manque, j'allais dire? Est-ce que vous sentez ce manque-là au niveau de votre ministère? Non, je pense qu'il faut, ces chiffres-là, il faut toujours les rapporter à la population totale. Ça peut paraître beaucoup aujourd'hui, mais quand j'ai écouté les chiffres, en 87, le recensement de 86, les Burkinabés, on devait être autour de 8 millions, 8 à 10 millions. Aujourd'hui, nous devons être pas loin de 20 millions. En tout cas, en 2014, on était à 17 millions selon l'INSD. Parce que nous, j'ai sous les yeux un rapport sur les enfants et adolescents en dehors de l'école au Burkina que nous avons fait paraître cette année, qui est basé sur les statistiques de 2014. Donc en 2014, la population burkinabé était de 17 880 000. Sur ces 17 880 000, nous avions à peu près, au prorata, les 6-16 ans qui représentaient 31,3%. Donc en valeur absolue, ça nous donne à peu près 5 600 000 enfants de 6-16 ans. Sur ces 5 600 000, ceux qui étaient à l'école étaient en valeur absolue de 2 500 000. Et donc, vous voyez que, comme je le disais au début, c'est sur la différence, donc à peu près les 2 700 ou 800 qui restent, c'est là-dedans que nous pouvons avoir donc des enfants en situation de rue. Et pour ma part, je voudrais dire d'abord que sur le phénomène, ce serait bien qu'on reparte un peu sur les causes, parce que c'est ça qui peut expliquer si on est dans des chiffres énormes ou moins importants. Parce que comparé à d'autres pays, on pourrait dire que le Burkina quand même a des chiffres plutôt bons, même si bien sûr s'il y en avait un seul, il fallait s'en préoccuper parce que c'est des situations qui ne sont pas acceptables. Tout à fait. Voilà. Le débat des hommes intègres, c'est tous les dimanches de 14h à 15h sur votre radio en ligne, la radio B24. Participez à l'émission en tapant sur www.radiob24.com. Beaucoup d'enfants sont en situation de rue ici au Burkina, vous l'avez tantôt dit. Alors, qu'est-ce qui peut amener un enfant à se retrouver dans la rue? Monsieur Salé. Ok, merci. Qu'est-ce qui peut amener un enfant à se retrouver dans la rue? Question souvent très délicate quand on la pose comme ça. Il est très difficile, à l'instar de tous les phénomènes sociaux, de pouvoir établir des liens directs de causalité, une cause égale une conséquence. Nous estimons plutôt qu'il faut voir l'explication d'une trajectoire et non pas déterminer une cause de la présence en rue. Parce que nous travaillons donc sur de l'humain et ce n'est pas, on va dire, au stricto sensus mathématique. Voilà, les mêmes causes n'ont pas forcément les mêmes effets en fonction des individus, de leur capacité de résilience, etc. Donc oui, on pourrait plutôt parler donc d'explication d'une trajectoire qui a amené l'enfant à quitter le cadre familial pour se retrouver en rue. Cela intègre un certain nombre de paramètres, on va dire des paramètres individuels, paramètres familiaux, des paramètres sociaux, etc. Vous avez, on en parlait tantôt, la question donc de l'augmentation du nombre de la population au niveau du Burkina Faso, avec son corollaire donc, qui est l'urbanisation rapide
Si je prends les statistiques de l'INSD, je pense qu'on aura 30% de la population en ville au Burkina Faso à l'horizon 2030, si je ne me trompe pas. Et urbanisation, donc ici, elle est mal maîtrisée, génère le phénomène d'exclusion sociale avec tout cet ensemble de la population qui n'a plus accès aux services sociaux de base, qui n'a plus accès au minimum de base pour pouvoir s'intégrer valablement et pouvoir s'épanouir. Ce qui donc pourrait créer à terme des situations combinées en cela les autres aspects liés à la situation économique des familles, au délitement des liens familiaux, aux paramètres sociaux, notamment les confiances mal gérés, persistance d'anciennes pratiques d'éducation. Et en plus de cela, si on y ajoute les paramètres individuels, voilà, on se retrouve donc à expliquer une trajectoire qui a amené l'enfant dans la rue. Ça me donne l'occasion ici donc de rebondir sur ce dont on a parlé tantôt, le livre blanc que nous avons présenté officiellement le 8 juin 2017, qui est le fruit donc d'une étude que nous avons commanditée au niveau donc du SAMU social, étant entendu que la question des violences revenait très fréquemment quand on mettait en place les mécanismes de prise en charge et d'accompagnement des enfants. Pour les professionnels, on sait que le début de la relation n'est pas le moment où toutes les vérités se disent. Il faut du temps pour construire le lien avec l'enfant, pour construire la relation, pour avoir sa confiance. Un enfant qui a longtemps été mis à l'écart, donc qui n'a plus confiance en lui-même, qui n'a plus confiance en l'autre, qui n'a plus confiance en l'avenir. Donc il faut du temps pour construire la relation. Et au fur et à mesure, les premières raisons évoquées, recherche de travail, essentiellement, voilà, mes parents n'avaient pas d'argent pour m'envoyer à l'école. Toutes ces raisons se retrouvent être battues en brèche parce que à l'intérieur, quand on commence le processus de prise en charge, on se rend compte qu'il y a eu un vécu traumatique avant que l'enfant ne se retrouve en rue, que c'est allé au-delà des strictes conditions de vie des enfants, mais qu'il y a eu quelque chose en plus qui était lié à la violence. Et c'est pour ça que nous avons tenté d'explorer la question pour voir un peu en quoi est-ce qu'on pouvait approfondir la question. Et là, on s'est rendu compte que si vous regardez dans le livre blanc, on a pu enquêter 166 enfants, si je ne me trompe pas, qui ont répondu au questionnaire de façon directe. On a pu aussi donc organiser des focus group. Bon, je ne vais pas revenir sur la méthodologie. Oui, en fait, on va aller sur les trajectoires. Voilà, j'en arrive. Voilà. Alors, sur les 166 enfants, il y a 142 qui ont déclaré avoir été victimes de violences psychologiques, 132 de violences par négligence, 119 de violences physiques et 10 de violences sexuelles. Alors, vous remarquez que les violences les plus fréquemment vécues, je vais aller vite, donc c'est les violences psychologiques, les violences qui ne laissent pas de traces, qui ne sont pas considérées d'ailleurs comme telles par l'entourage ni par la famille, qui sont plutôt considérées comme des pratiques éducatives, même si on se rend compte que les conséquences sont les mêmes que des violences. Donc on a questionné ce vécu pré-entrée en rue et on s'est rendu compte que la violence avait un fort impact sur les enfants. Et donc, au-delà de ces paramètres qu'on ressort, il y a l'aspect donc violence qu'il faut intégrer. C'est pour ça que nous avons intitulé le livre blanc « Zéro violence dans nos familles, zéro enfant dans nos rues ». On sait que les conditions de vie peuvent être difficiles, mais ça n'amène pas tous les enfants dans la rue. Il y a d'autres facteurs qui viennent et qui se positionnent comme étant des éléments déclencheurs qui amènent l'enfant donc à décider à un moment X, à un moment T, ok, là, l'environnement familial n'est plus propice pour moi. Il faut que je trouve quelque chose de mieux ailleurs. D'accord. Et ce qu'il peut trouver de mieux, c'est la rue. Ok, merci bien. Nous allons demander à M. Botoni, donc, de la direction de la lutte contre les violences faites aux enfants. Voilà. Et qu'est-ce qui donc pourrait amener les enfants à se retrouver en situation de rue? Voilà, il faut dire qu'au-delà des explications bien détaillées que M. Paris vient de donner, en tout cas, grosso modo, j'allais dire que l'avenir des enfants en rue résulte de plusieurs facteurs. Au niveau des causes, on peut retenir, quoi qu'on dise, la pauvreté. Nous savons tous que le Burkina est un pays en voie de développement. Pas mal de familles, en tout cas, disposent de revenus très faibles. Et à cela, il faut ajouter l'explosion démographique, l'exode rural, qui sont quand même des éléments qui entraînent la venue des enfants dans la rue. Et à ces causes essentielles se greffent des facteurs précipitant la venue des enfants dans la rue. Je vais parler de l'école coranique, qu'on dise que au niveau des écoles coraniques, il arrive que les enfants, après les cours, se retrouvent dans la rue avec des boîtes pour en tout cas
mendier. Ça, c'est un élément qui précipite les enfants, en tout cas la venue des enfants dans la rue. Il y a le confiance qu'il a abordé tantôt. Au-delà de ces facteurs, il faut ajouter que les violences ou le mauvais traitement réservé aux enfants en famille est un facteur qui précipite leur venue dans la rue. Il y a eu aussi que quelques années en arrière, le phénomène du VIH-Sida, le nombre de personnes vivant avec le VIH était très élevé. Et un bon nombre d'enfants étaient issus des familles dont les parents étaient en tout cas atteints du PV-VIH. Ces derniers, soit ils perdent leurs parents, ou en tout cas ils sont victimes des stéréotypes au niveau de leur milieu de vie habituel, ce qui pourrait conduire ces enfants dans la rue. Voilà un peu quelques causes que je voudrais relever à la suite de M. Paré. D'accord. Merci bien, M. Dotoni. Monsieur le ministre, il y a quelques causes donc, qui ont déjà été énumérées. Est-ce qu'au-delà donc, de ces causes, il y a encore d'autres qui peuvent en tout cas amener des enfants à se retrouver en situation de rue? Ce que je voudrais ajouter à tout ce qui a été dit, c'est de dire que le facteur principal, c'est le facteur social. Ça veut dire qu'un enfant ne peut se retrouver dans la rue que lorsque la famille a échoué à le garder en famille, et au-delà que toute la société, nous avons échoué et à trouver un cadre à cet enfant-là. Il l'a dit tantôt, si on prend le cas par exemple des gens qui, à l'époque, étaient victimes du VIH, traditionnellement, on dit qu'il y a de la solidarité, donc on devrait pouvoir s'attendre à ce que les oncles, les tantes, les grands-parents, etc., trouvent un dispositif pour que ce gamin, il ait une référence, il ait un cadre familial. Lorsque tout cela n'a pas marché, on devrait pouvoir s'attendre qu'en tant que société organisée, ce cadre-là puisse exister et puisse être proposé à l'enfant. Ça me permet de dire l'importance qu'en tant que parents, nous devons accorder aux enfants. Assez souvent, et même à l'école, on le perçoit parfois, nous manquons de témoigner notre réelle affection aux enfants. Il y a des gens encore aujourd'hui qui pensent qu'il faut la chicotte et le bâton pour faire passer des messages. Ces temps-là sont révolus. Et aujourd'hui, du point de vue psychologique, beaucoup d'études le montrent, c'est ce que nous sommes nous-mêmes, c'est ce que l'enfant apprend. Si vous avez un enfant, vous ne lui parlez pas, cet enfant, il ne parlera pas. Donc c'est cette communication au sein de sa famille, au sein de la communauté, ce sont ces apprentissages-là qui forgent et qui constituent l'apprentissage de nos enfants. Et quand ces cadres-là ne promeuvent pas justement un attachement réel à l'enfant, que l'enfant sente que tout le monde l'aime et qu'ils sont attachés à lui, veulent qu'il, en tout cas, souhaite sa présence, souhaite être avec lui, il arrive alors des ruptures où l'enfant se dit, bon, moi dans cette famille, j'ai l'impression de ne pas en faire partie, j'ai l'impression de ne pas être considéré comme étant un membre, d'être une pièce rapportée. Après, il atterrit dans la rue. Parfois, ça peut très bien se passer dans la rue, avec une rencontre, quelqu'un qui est empathique, qui est solidaire, qui récupère l'enfant. On rend toujours cette trajectoire dont parlait tout à l'heure M. Paré. C'est quand tout cela n'a pas fonctionné que nous nous retrouvons dans ces situations. Il est préférable qu'en tant que société, en tout cas, nous nous donnions toujours tous les moyens pour ne pas se retrouver dans cette situation. Parce que quand nous sommes dans cette situation et que nous cherchons à mettre en place des mesures, comme le disait M. Paré, c'est encore plus difficile. C'est ça. Parce que la confiance est rompue, tout un ensemble de choses, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et la tâche devient éminemment compliquée. Nous allons marquer une pause musicale avant de revenir à notre émission. Ne les rejetez pas car la rue est une mauvaise mère. Ne les réprimez pas car nous serons les premières victimes. Oh, et dans la rue, il n'y a pas d'avenir. Tôt ou tard, ces enfants seront des délinquants. Oui, tôt ou tard, peut-être des criminels.
Tout le monde est coupable, tout le monde est responsable. Malheureusement, tout le monde sera victime. De grâce pour les hommes, pitié pour les enfants de rue. Oh toi mon Dieu, pitié pour les enfants de rue. De grâce pour les hommes, pitié pour les enfants de rue. Oh toi mon Dieu, pitié pour les enfants de rue. Alors, retour ici en studio de la radio B24 sur donc le thème Les enfants de la rue, quel avenir pour l'enfance au Burkina Faso, avec nos invités, monsieur le ministre Jean-Martin Coulibaly, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, monsieur Botoni Naziko, inspecteur d'éducation spécialisé à la direction de la lutte contre les violences faites aux enfants au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, monsieur Paré Adolphe Raoul, directeur des opérations à SAMU Social Burkina Faso. Nous allons à présent parler des répercussions de cette situation sur les enfants qui en sont victimes. Le fait qu'un enfant se retrouve dans la rue, peut-il lui causer un préjudice? Alors on va poser cette question donc à SAMU Social d'abord avant de revenir à monsieur le ministre. D'accord. Oui, forcément. Comme on l'accepte bien ici au niveau du Burkina Faso, la famille est le cadre par excellence d'épanouissement de l'enfant sur les différents aspects de développement de sa personnalité. Alors, un enfant qui se retrouve hors du cadre familial devient déjà une situation problématique. Et quand il se retrouve dans la rue, on a un certain nombre de problèmes sur l'enfant, sur la famille, etc. de façon directe ou indirecte. Déjà, en termes de vulnérabilité, l'enfant il est vulnérable par définition. Il est en croissance, il est en devenir, il a besoin d'être accompagné et au lieu donc de cela, il est plutôt exposé à tous les facteurs externes qu'il peut rencontrer en rue. Il est exposé aux maladies, il est à la faim, il est exposé aux différents dangers de la rue, aux risques d'exploitation au niveau sexuel, on va le dire, au risque d'exploitation en ce qui concerne la prostitution, au risque d'exploitation sur les aspects de commission d'actes délictueux et au-delà sur les risques d'exploitation même de son travail, sur des petits aspects, voilà. En fait, il est, on va dire pour caricaturer, on lui a volé son enfance. J'ai déjà vu un rapport passé qui s'appelait Enfance volée. Il n'y a que des conséquences néfastes sur l'enfant, de façon directe, à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a des conséquences directes aussi sur la société. On l'a vu avec tout ce que cela suppose comme risque en matière d'exploitation de l'enfant sur des actes délictueux, des crimes, des délits liés au vol, prostitution, etc. Et d'autres actes beaucoup plus graves, notamment des risques même contre la sûreté de l'État. Les conséquences se ressentent à ce niveau. Elles sont profondes, elles ne se réparent pas en un jour. Donc quand on a un enfant qui est en rue, c'est qu'il y a déjà eu une situation traumatisante avant qu'il arrive en rue. Et cette situation traumatisante ne fait qu'empirer pendant qu'il est en rue. Alors, monsieur le ministre, je pense que les conséquences, les répercussions sont peut-être à divers niveaux. Il y a d'abord les répercussions sur l'enfant lui-même et maintenant la répercussion sur la société. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces différents volets-là? Bon, moi je voudrais un peu nuancer ce que Paré a dit, parce que il faut voir ça, comme il le disait lui-même, comme une trajectoire. À partir du moment où il y a une situation qui oblige l'enfant à aller en situation de rue, la situation de rue en elle-même peut être un nouveau départ, qui peut augurer d'une meilleure chance pour lui. Le fait de se sortir de l'ancienne impasse ouvre de nouvelles perspectives qui peuvent être meilleures pour l'enfant. C'est en cela aussi qu'il ne faut pas tout peindre en noir. Parce que s'il se maintient dans la situation où il était et ne vient pas en situation de rue, ça peut aller de pire en pire. Et jusqu'à parfois la catastrophe. Donc je voudrais voir ça dans ce sens-là et dire que c'est l'instinct de survie qui va amener l'enfant à se mettre en situation de rue parce que de là où il est, il ne se sent plus en capacité justement de survivre. Et dès lors qu'il arrive dans la situation de rue, en fonction des mécanismes qui sont là, des opportunités qui se présentent ou ne se présentent pas, il y a un nouveau départ d'une manière ou d'une autre. Les conséquences, bien sûr, elles sont déjà importantes avant même qu'il ne se retrouve en situation de rue.
ça veut dire que dans la famille, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a déjà eu des conséquences à ce niveau. Pour l'enfant, à titre individuel, mais également pour le corpus familial qui est resté. Si vous êtes le frère d'un enfant comme ça qui a dû quitter la famille parce qu'il ne se sent plus d'y survivre, vous-même qui êtes son frère, vous êtes impacté, les parents sont impactés. En tant que parent, vous vous posez la question, qu'est-ce que vous avez loupé? Qu'est-ce que vous n'avez pas su faire en tant que parent? Et ça, c'est si vous êtes capable de vous élever à cette réflexion. Mais parfois, ces situations, comme disent les psychologues, c'est parfois des transmissions de génération en génération de systèmes qui ne se sont pas réglés en famille. C'est-à-dire que les parents eux-mêmes exercent des comportements qu'ils ont peut-être vécus eux-mêmes ou dont ils ont été témoins dans l'histoire de leur famille. On peut être violent parce qu'on a été soi-même violenté et qu'on n'a pas appris à être autre chose que violent. Donc, il faut un travail psychologique pour en sortir. Et si on ne l'a pas fait, on le devient aussi un peu envers ses enfants. Et ses enfants aussi, quelque part, s'ils n'ont pas d'assistance, pourraient également le manifester. Ça, ce sont les éléments au niveau familial. Mais au niveau sociétal, dès lors que vous n'êtes plus dans la contribution, la définition du projet social dans lequel vous voulez tous vivre, l'impact est important. L'intérêt de vivre en société, c'est que chacun apporte sa contribution. À partir du moment où quelqu'un est en situation de rue, c'est une situation de rupture avec sa société. Ça veut dire que partout où il a souhaité avoir une aide de cette société dont on dit qu'il fait partie et qu'il n'a rien reçu en retour, même si c'est seulement de sa propre perception, parce que la réalité peut être qu'il a quand même reçu, mais dans sa perception, il trouve qu'il n'a rien reçu, il est en rupture de banc avec la société. Et c'est une perte à tout point de vue, parce que vous n'avez plus sa contribution à différents niveaux, mais parfois il va intervenir pour créer plus de problèmes à cette société avec laquelle il est en rupture de banc. Donc voilà un peu les conséquences telles qu'elles peuvent se manifester. Et il est vraiment heureux de constater que dans nos pays, commence aussi à se mettre en place, même si c'est timide, des structures qui tentent de prendre ça efficacement en charge. Mais si on va donc en arriver maintenant aux solutions possibles pour donc résoudre le problème. Chers invités, vous représentez ici en tout cas des structures qui chacune donc de son côté est engagée à sa façon pour la cause des enfants. Quelles sont donc les actions que vous entreprenez pour éradiquer donc le phénomène ou à défaut donc de réduire ou atténuer les conséquences du phénomène sur les victimes que sont donc les enfants, ou encore en vue donc de leur réinsertion dans la société ou pour un avenir meilleur? Nous allons commencer là par le ministère en charge de la famille. Merci bien. Il faut dire qu'au niveau des mesures prises pour mettre en place un certain nombre d'institutions, adopter un certain nombre de mesures qui visent à protéger l'enfance en général et c'est en situation de rue en particulier. Et sur le plan législatif et réglementaire, je parle sous le contrôle de M. le ministre et membres du gouvernement. On peut noter au plan international et sous-régional la ratification de la Convention relative aux droits des enfants, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et leur exploitation dans la prostitution. Nous avons le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontalière et organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les enfants. Au niveau national, on peut noter la Constitution du 2 juin 1991 qui garantit les droits fondamentaux des individus, y compris les enfants bien sûr. Nous avons la loi numéro 15 du 13 mai 2014 portant protection des enfants en danger et en conflit avec la loi. Nous avons l'adoption de la loi numéro 1164 AN portant réglementation de la circulation des mineurs, de leur fréquentation dans les débits de boissons, bars, dancing, salles de cinéma et de spectacles. Sur le plan administratif, nous avons la création du ministère dont je suis issu,
qui a en charge l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, en tout cas de protection sociale. Justement, en fait, effectivement, les mesures qui ont été prises donc, par le gouvernement, vous êtes chargé, votre ministère est chargé donc, de la mise en œuvre, je suppose. Oui. Quelles sont les actions que vous entreprenez dans ce sens-là pour donc protéger l'enfance, pour donc atténuer les effets du phénomène de l'enfant dans la rue, donc sur donc, les victimes qui sont les enfants? Au niveau du ministère, il faut dire qu'il y a eu la mise en place d'un certain nombre d'institutions chargées de la prise en charge des enfants en difficulté de façon générale et ceux vivant dans la rue. La prise en charge se fait sous deux régimes. Un régime internat à travers la création du centre d'éducation spécialisée et de formation de Gampela, la maison de l'enfance de Ouroudara, pour ne citer que. Oui. Et il y a eu l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie d'action éducative en milieu ouvert pour prendre spécifiquement en compte ces phénomènes des enfants et jeunes en situation de rue. À la suite, il y a eu la mise en œuvre d'un premier plan AEMO qui a été exécuté. À la suite de ce premier plan, le plan AEMO, c'est quoi? Programme d'action nationale d'action éducative en milieu ouvert. Okay. Voilà. Donc ce programme a été mis en œuvre. Malheureusement, il n'y a pas eu d'évaluation. Mais les insuffisances qui ont été relevées dans la mise en œuvre de ce programme ont permis d'aller vers la création des structures de prise en charge des enfants en situation de rue que nous avons appelées des équipes d'intervention en milieu ouvert à travers, en tout cas, les 49 communes urbaines. Récemment, entre 2013 et 2014, il y a eu un programme qui a été exécuté et ce programme a permis de réaliser un certain nombre d'activités au nombre desquelles on va citer le ciblage de 2500 enfants et jeunes en situation de rue, l'organisation du retour en famille de 1550 enfants et jeunes en situation de rue, l'inscription à l'école primaire de 850 enfants et jeunes en situation de rue, le placement dans les centres de formation professionnelle qui a couvert 833 enfants et jeunes en situation de rue, la formation des familles en gestion de microfinance et par la suite ces familles ont bénéficié d'un appui financier et cette action a couvert 230 familles. En tout cas, il y a un ensemble d'actions qui sont menées dans ce sens qui visent à appuyer l'enfant et sa famille à sortir en tout cas de la rue. D'accord. Nous allons maintenant nous adresser au ministère de l'Éducation nationale parce que M. Bottoni a tantôt parlé de l'inscription à l'école primaire de certains enfants. Alors, au niveau de votre ministère, Monsieur le ministre, quelles sont donc les actions entreprises pour atténuer, j'allais dire, les effets du phénomène sur les enfants eux-mêmes? Bon, il faut dire que nous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, n'ayant pas une responsabilité directe par rapport à cette situation, lorsque des enfants sont amenés à l'inscription, bien sûr, nous leur donnons une certaine priorité. Mais par rapport aux solutions, moi je voudrais surtout revenir à 2 ou 3 fondamentaux. Le premier élément, il faut d'abord cerner de façon exhaustive le phénomène. C'est le premier élément. Si vous ne savez pas quelle est l'ampleur, quels sont les profils, est-ce que c'est plutôt des enfants de paysans, est-ce que c'est des enfants de riches, est-ce que c'est des enfants de ceci ou de cela, tant que vous n'avez pas une claire compréhension du phénomène, les mesures concrètes que l'on peut être amené à prendre peuvent parfois même aggraver le phénomène. Donc le premier élément, c'est bien cerner le phénomène. Deuxièmement, les mesures à mettre en place, ce sont des mesures qui permettent de prendre en charge l'enfant, mais également sa propre famille. Parce que quoi qu'on dise, on peut avoir toutes les remédiations possibles externes à la famille, mais l'idéal, c'est toujours la famille. Donc, comment faire en sorte que l'enfant et la famille puissent se réconcilier et qu'ils réintègrent cette famille-là qui est véritablement le cocon idéal pour chacun de nous. Troisièmement, qui est aussi un élément qui est important pour nous, il faut arriver à sensibiliser notre société pour que nous soyons empathiques les uns envers les autres. Parce que ce sont de ces petites indifférences-là que naissent ces gros problèmes. Un enfant comme ça que vous voyez qui est peut-être dans sa première journée de situation de rue,
Il suffit que quelqu'un s'arrête pour lui demander qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe. Et fasse preuve d'empathie envers lui, reconnaisse ce qu'il est en train de vivre, cette souffrance qu'il a, partage ça avec lui et peut-être que ça sera sa dernière journée également de situation de rue. Donc il nous faut aussi en tant que société nous éduquer à cette solidarité et à cette empathie-là. Le débat des hommes intègres, c'est tous les dimanches de 14h à 15h sur votre radio en ligne, la radio B24. Participez à l'émission en tapant sur www.radiob24.com. Alors, on va maintenant nous tourner vers l'ONG Sami Social Burkina, qui a mené plusieurs actions quand même dans le sens de solutionnement du problème. Alors, qu'est-ce que vous faites donc au niveau de l'ONG? Ok, merci. Peut-être juste avant de dire ce que nous faisons, j'aimerais revenir sur le fait que, effectivement, M. Boutoni l'a dit tantôt, s'il s'agit d'arsenal juridique, de normes, de règles, de lois, on est bien fourni en ce qui concerne le Burkina Faso. La question qui reste, c'est l'opérationnalisation donc de ces différentes mesures là sur le terrain. Je vais essayer de compléter, d'apporter ma petite contribution à ce qui peut être les solutions en basant sur ce que nous faisons à notre niveau. À notre sens, il y a d'abord une action de fond qu'il faut faire sur l'enfant. Parce que comme on l'a vu tantôt, c'est des enfants qui sont déstructurés sur le plan psychologique, sur le plan social. Vous n'imaginez pas qu'il y a des enfants qui sont incapables de manger à des heures fixes, de se réveiller à des heures fixes. C'est le cas des enfants en situation de rue. Le simple fait de pouvoir amener un enfant à se réveiller à telle heure, à manger à telle heure, à mener telle activité à telle heure, contribue déjà à lui redonner sa capacité à se structurer, à lui redonner sa capacité à se faire confiance et à faire confiance à l'individu qu'il a en face de lui, l'adulte qu'il a en face de lui, confiance qu'il a perdue avec sa famille. Et progressivement restaurer les différents liens avec l'enfant. Et donc cela passe, nous, à notre niveau, par les actions que nous menons au quotidien, les équipes mobiles d'aide, où chaque soir on a une équipe qui est en rue pour rencontrer les enfants dans leur milieu de vie, leur apporter une aide médicale, éducationnelle, sociale, etc. Et les orienter vers le dispositif, parce que c'est des enfants, comme on l'a vu, en grande exclusion, qui ne sont plus en capacité d'aller vers les dispositifs qui sont prévus pour les appuyer, pour les aider. Donc, ce rôle d'orientation-là, qui est fait aussi bien par les équipes mobiles d'aide en rue chaque soir, qui est fait au niveau du centre d'accueil de jour, où les enfants peuvent venir bénéficier d'espaces d'hygiène, de soins, d'écoute, et au niveau du centre d'hébergement, où on peut approfondir la prise en charge et mettre en place les projets de sortie de rue. Dans un deuxième temps, il faut aussi qu'on puisse donc aller renforcer le travail avec ces familles-là, avec les familles dont sont originaires les enfants de façon spécifique, mais avec la famille au Burkina Faso, la famille burkinabé, de façon générale. Parce qu'on l'a vu, la génitalité, on va dire, n'est pas forcément la parentalité. C'est pas parce qu'on est capable d'avoir un enfant qu'on est un bon parent. C'est vrai, il n'y a pas de S ou de master pour être bon parent, mais ça s'apprend. Et il y a des dispositifs aussi qui sont prévus et qui existent au Burkina Faso pour appuyer ces parents-là dans la prise en charge de leurs enfants. Voilà, si le parent est défaillant à un certain moment, il y a des dispositifs pour lui-même le mettre en capacité de pouvoir s'occuper de ses enfants. Donc ça passe donc par l'appui à la parentalité, mais aussi la création du lien, monsieur le ministre en parlait tantôt, entre l'enfant et sa famille, comme on le disait, qui est le cadre idéal. C'est vraiment faute de mieux qu'on va aller vers d'autres solutions, mais c'est le cas tant que c'est possible, c'est la solution qui est envisageable et envisagée la plupart du temps. De façon générale, il faut aussi agir sur l'environnement. On a parlé des familles, mais on va plutôt avoir l'impression que c'est des familles d'enfants ou de personnes qui sont concernées par la situation. Alors que tout le monde, en tant qu'individu, en tant que famille, peut jouer un rôle et a un rôle à jouer. Nous sommes une société, monsieur le ministre l'a bien dit, on a un certain nombre de devoirs les uns envers les autres. Il faut qu'on puisse les assumer. Il faut qu'on puisse accepter de vivre ensemble, et vivre ensemble nous oblige à faire certaines choses. Indépendamment de ce que les uns et les autres peuvent considérer comme étant vrai ou pas, il faut qu'on puisse vivre ensemble, se considérer comme étant les parties d'un seul ensemble et faire fonctionner le mécanisme institutionnel tel qu'il est. Le faire fonctionner, ça suppose le faire connaître. On parlait tantôt du dispositif gratuit de signalement des cas, des situations de violence vécues par les enfants. Si on fait un sondage aujourd'hui, je ne suis pas sûr que 15% de la population burkinabé sache que ça existe. D'accord. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont y avoir recours. Il faut aussi qu'on déstigmatise un certain nombre de structures qui ont aussi des mandats de protection. Vous allez prendre la police, elle a pour mandat aussi de protéger les enfants.
Mais quand vous demandez, on va vous dire non, c'est de la répression, c'est parce que j'ai un problème avec telle ou telle personne que je vais le convoquer à la police ou à la gendarmerie. Et donc partout où on voit un agent des forces de l'ordre qui apparaît, c'est l'épouvantail qui est venu pour réprimer. Non, il faut que on puisse maîtriser en fait tout ce système de protection qui est mis en place, qui est régi par des règles. Le juge, la police, les services sociaux, les services de santé, les services du ministère de l'Éducation nationale, il faut pouvoir les faire travailler ensemble, en synergie. Personne ne peut tout faire seul ici. Surtout dans ce cas, c'est ensemble qu'on pourra avancer. Et donc, ça, je veux dire que c'est un appel aux autorités que je veux profiter de lancer. Les différents intervenants ne peuvent réellement avancer que dans un contexte qui est favorable. Il faut une volonté politique, il faut que la situation soit vécue comme étant une priorité. À partir de ce moment-là, moi je pense que ce qui existe déjà peut être optimisé avant qu'on ne puisse envisager d'améliorer les dispositifs existants et les faire avancer de manière à renforcer la prévention. Il est bien de prendre en charge les enfants qui sont déjà en rue, mais tant qu'on peut faire en sorte que des enfants n'arrivent pas en rue, je pense que c'est encore mieux. Nous sommes presque au terme de notre émission. Nous allons accorder 1 minute à chacun pour évoquer un aspect du sujet que nous avons pu aborder. On revient avec vous, M. Paris. D'accord. Je pense qu'on a eu l'occasion d'aborder, grâce à votre canal, la question donc des enfants en situation de rue sous plusieurs angles. Moi, à mon sens, ce qu'il convient de retenir, c'est que les niveaux de déstructuration au niveau des enfants sont profonds. Il faut que nous, en tant qu'acteurs, aussi bien chacun à son niveau, au niveau opérationnel qu'au niveau stratégique, que nous puissions nous rendre compte qu'il s'agit d'intervenir ensemble, mais sur du long terme. On ne peut pas régler une situation qui a mis 5 ans à se constituer. On ne peut pas régler ça en une journée. Il faut qu'on se donne le temps. Il faut qu'on puisse intervenir sur des méthodes, sur des actions urgentes, des actions de mise à l'abri, des actions d'intervention urgentes pour sauver des vies. Mais il faut aussi qu'on puisse dire que l'action, c'est sur le long terme qu'on arrivera à durablement gérer la question. Monsieur Botoni. Ok, merci bien. Il faut déjà se réjouir que, en tout cas, le gouvernement ait pris à bras le corps le phénomène des enfants et jeunes en situation de rue. En témoigne le fait qu'ils figurent en bonne position dans les engagements pris par le président du Faso dans son programme de campagne, et qui est de réduire de 50% le nombre d'enfants et jeunes en situation de rue d'ici 2020. Et c'est à ce titre d'ailleurs que le recensement de 2016 a eu lieu. Présentement, nous sommes en train d'élaborer un programme national qui va se dérouler sur les 3 années à venir. L'élaboration de ce programme va prendre en compte l'ensemble des acteurs, les partenaires techniques, le MENA, le ministère de l'Emploi. Voilà. Et nous sommes également en train d'élaborer un certain nombre d'outils que nous allons mettre par la suite à la disposition des acteurs sur le terrain. Quoi qu'on dise, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le terrain, qui interviennent dans le domaine de la prise en charge des enfants et jeunes en situation de rue. Mais le problème, c'est que souvent, les actions ne sont pas suffisamment coordonnées. Je crois qu'avec la réalisation de ces éléments, en tout cas, nous allons, s'il plaît à Dieu, arriver à réduire le phénomène d'ici à fin, en tout cas, de l'année 2020. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Moi, je vais aller sur quelque chose de très simple. Quand vous regardez dans nos villages, il n'y a pas d'enfants en situation de rue. Pourquoi? Parce que, comme on le dit dans certaines langues, l'enfant appartient à la communauté avant d'appartenir à sa famille. Donc la communauté se sent responsable de l'enfant. Si cet enfant-là est en train de suivre un mauvais chemin, même si sa famille n'est pas à côté, les autres se donnent le droit de le ramener sur le juste chemin. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons tous être très sensibles à ce phénomène-là, parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Et dire que nous devons, de ce point de vue, être tous des défenseurs des droits. C'est-à-dire que si je suis témoin d'une situation de violence envers un enfant, dans une famille, à l'école ou dans tout autre cadre, je dois me sentir investi d'une responsabilité de le dénoncer, d'interpeller qui de droit pour qu'on remédie à cette situation qui n'est pas normale. C'est en cela, comme le disait M. Paré, que nous pouvons déjà faire en sorte que moins d'enfants arrivent en situation de rue. Trop souvent, c'est par cette négligence, j'allais dire un peu coupable, ah bon, ça se passe chez le voisin, je ne veux pas m'immiscer dans leur affaire. Mais en fait, ça va nous concerner tous après, quand ça va sortir. Donc, il est mieux
d'être défenseur de ces droits-là, c'est une situation qui n'est pas normale, qui ne respecte pas les règles de vivre ensemble que nous avons convenues. Nous devons nous donner les moyens, comme on dit parfois, le droit d'ingérence, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une situation qui n'est pas normale, qui ne respecte pas ce que nous avons convenu ensemble. Chacun doit se sentir concerné et dénoncer pour que globalement la société puisse y faire face. Et pour ceux qui sont déjà dans la rue, moi je salue vraiment le travail que fait le SAMU social et je voudrais inviter les Burkinabés à soutenir ce travail-là pour qu'on puisse offrir plus à nos enfants qui sont dans la rue et permettre aux spécialistes qu'ils sont, parce qu'en ce moment, lorsqu'ils sont déjà en situation de rue, la situation est complexe et il faut intervenir avec spécialité, sinon vous pouvez aggraver les choses. Donc, en ce moment, notre rôle, c'est d'accompagner ces spécialistes qui sont outillés pour le gérer avec tout le tact nécessaire à ce que donc, ces enfants soient pris en charge. Et le plus rapidement, c'est toujours le mieux, parce que sinon, après, ça devient très compliqué. Donc voilà les éléments que je voulais ajouter. Alors, merci, monsieur le ministre. Alors, nous avons été ravis de débattre sur le thème « Les enfants de la rue ». Quel avenir pour l'enfance au Burkina Faso, donc dans le cadre de l'émission « Le débat des hommes intègres ». Nous étions donc avec monsieur Jean-Martin Coulibaly, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, monsieur Botoni Naziko, inspecteur d'éducation spécialisé à la direction de la lutte contre les violences faites aux enfants, c'est du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, et monsieur Paré Adolphe Raoul, directeur des opérations à l'ONG SAMU Social Burkina Faso. Nous avions aussi invité l'UNICEF qui n'est pas représenté donc ce soir. La présentation et la réalisation de cette émission étaient assurées par Seng Ouattara et Brema Lakwande. Ce numéro du débat des hommes intègres sur la radio B24 s'achève. Merci à vos auditeurs pour votre fidélité renouvelée, à nos invités pour leur disponibilité. On n'oublie pas l'équipe administrative qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission. Rendez-vous la prochaine fois pour une autre édition du débat des hommes intègres. Le débat des hommes intègres. Le débat des hommes intègres, une émission de décryptage sur les grands sujets du moment. Le débat des hommes intègres, c'est sur la radio B24.